À 16h30, un MiG-29 ukrainien filait à toute allure au-dessus de Donetsk, à 150 mètres d'altitude, en direction du barrage de Myrivka, qui était désormais une autoroute de ravitaillement russe. Bien que le pilote ait réussi à utiliser le relief pour rester caché jusqu'à présent, tout cela allait changer en quelques minutes. À l'insu du pilote, 3 systèmes radars russes différents l'avaient déjà repéré. Le radar Gravestone d'un S-400 l'avait verrouillé à 38 km. Le Tour M2 le suivait depuis le sud et un Buk M3 chauffait à l'est. Une couverture antimissile se chevauchant suffisamment pour transformer n'importe quel aéronef en confettis d'aluminium. Les yeux du pilote se fixèrent sur le flux de reconnaissance diffusé sur son écran. Le barrage de Myulabivka avait été transformé en une super autoroute pour les camions de ravitaillement russes, utilisant des chauffeurs civils ukrainiens. Ainsi, pour éviter les pertes civiles, la frappe devait avoir lieu maintenant. Le MiG-29 suivait la vallée de la rivière Dnepro, utilisant la dépression naturelle du terrain pour masquer son approche. Volant à 880 km/h, à seulement 150 mètres au-dessus du sol, il avait un avantage. Tant qu'il restait dans la vallée, les collines environnantes le bloquaient des radars. Mais cette protection prendrait fin dans 8 minutes, lorsque la vallée s'ouvrirait sur des terres agricoles plates. Après cela, les 8 derniers kilomètres jusqu'à la cible seraient complètement exposés, ce que les pilotes appelaient le stand de tir. À travers l'affichage tête haute, le terrain défilait à 236 mètres par seconde. Les lignes électriques apparaissaient et disparaissaient plus vite que la pensée consciente ne pouvait le traiter. Le pilote volait à l'instinct et à la mémoire musculaire, ses mains effectuant des corrections avant même que son cerveau n'enregistre le besoin. Ce n'était pas du vol. C'était une chute contrôlée, avec style, mais éviter de ne faire qu'un avec la campagne ukrainienne était le cadet de ses soucis à ce moment précis. Le récepteur d'alerte radar SPO-15 du MiG peignait les menaces sur son écran circulaire comme une boussole très en colère. Chaque stroboscope indiquait la direction mais pas la distance. Sachant que quelqu'un vous crie dessus mais sans être sûr s'il est juste devant vous ou dans la pièce d'à côté, le pilote comptait la fréquence de répétition des impulsions comme on compte les Mississippi entre l'éclair et le tonnerre. Le S-400 au nord-est lui donnait des balayages lents et paresseux. 3 Mississippi signifiaient environ 60 km, toujours en recherche. 2 Mississippi signifiaient 40 km. Il commençait à s'intéresser. Un Mississippi signifiait 20 km et qu'il était probablement déjà en train de tirer. En ce moment, il recevait une attention électromagnétique de 2,5 Mississippi. Assez près pour s'inquiéter, mais assez loin pour avoir des options. Ce calcul a dicté sa décision suivante. Rester bas pour 8 minutes de plus. Pendant que le pilote analysait cela dans sa tête, sa bombe Hammer sur sa ligne centrale effectuait des diagnostics toutes les 5 secondes. Signal GPS fort, suivi de 12 satellites, alignement inertiel stable, moteur de fusée armé. La bombe avait besoin de conditions spécifiques pour atteindre la cible, des conditions que le pilote n'avait pas à 150 mètres d'altitude. Mais penser à cela maintenant, c'était comme s'inquiéter du dessert alors que votre maison est en feu. D'abord survivre à l'approche, ensuite trouver comment livrer une arme d'250 000 € avec un jet soviétique antérieur à Internet. Pour compliquer encore les choses, sa jauge de carburant indiquait 2400 kg restants. La base était à 142 km aller-retour. À la consommation actuelle, cela lui donnait 10 à 8 minutes au-dessus de la zone cible avant de devoir rentrer à pied. 18 minutes semblaient beaucoup, jusqu'à ce que l'on prenne en compte le combat. Chaque manœuvre d'évitement, chaque impulsion de post-combustion, chaque montée entamerait cette marge. Les moteurs RD-33 étaient assoiffés à basse altitude, buvant le carburant plus vite qu'un étudiant de première année lors d'une fête universitaire. Une évasion prolongée pourrait consommer toutes ses réserves de carburant. 8 km jusqu'au bord de la vallée, 8 km de sécurité avant d'entrer dans ce que les pilotes appellent le stand de tir. Le drone, au-dessus, ne montrait aucun mouvement de véhicule sur le barrage, pas d'hélicoptère en approche, pas encore de chasseurs déployés. Le pilote poussa légèrement les manettes des gaz, accélérant à 880 km/h. Chaque seconde économisée maintenant était une seconde qu'il pourrait passer au-dessus de la cible ou une seconde de moins à se faire tirer dessus. Dans l'aviation de combat, les deux sont comptés comme des victoires. À 6h38, le pilote atteignit le bord de la vallée et découvrit ce que signifiait réellement la couverture radar. Le SPO-15 passa de l'affichage de modèles de recherche paresseux à ce qui ressemble à une cuisine de McDonald's pendant le coup de feu du déjeuner. 6 émetteurs différents augmentèrent soudainement en intensité. Le S-400 qui cherchait nonchalamment se mit au garde à vous, son faisceau se rétrécissant d'un phare de recherche à un laser.
Le pilote était passé d'invisible à être au centre de la scène en une demi-seconde. Le radar Gravestone du S-400 le verrouilla à 38 km. La tonalité de verrouillage dans son casque passa de gazouillis intermittent à un son continu qui signifiait un lancement de missiles imminent. Voici comment le MiG savait qu'il avait des ennuis. Le récepteur d'alerte radar SPO-15 possède des antennes partout sur l'avion qui détectent l'énergie radar frappant l'appareil. Imaginez cela comme avoir des microphones qui n'entendent que les ondes radar. Lorsqu'un faisceau radar passe sur vous une fois toutes les quelques secondes, vous êtes recherché. Le SPO-15 joue des bips lents. Lorsque ce même radar commence à vous frapper plusieurs fois par seconde et reste concentré sur vous, vous êtes suivi. Les bips s'accélèrent. Lorsque le radar se verrouille pour une solution de tir, il vous frappe continuellement avec un faisceau à focalisation étroite qui ne lâche pas prise. C'est là que vous obtenez la tonalité continue. Cela signifie que les missiles sont probablement à quelques secondes. Le SPO-15 peut même identifier de quel type de radar il s'agit grâce à sa fréquence et son motif unique, comme reconnaître la voix de quelqu'un. En ce moment, il hurlait qu'un S-400 l'avait solidement verrouillé. L'enveloppe d'engagement du missile 48N6 du S-400 était de 400 km, mais à basse altitude, le terrain et la courbure de la Terre réduisaient cela à peu être 40. Il était à 38. Les mathématiques n'étaient pas compliquées, il était déjà à portée. La seule raison pour laquelle les missiles ne volaient pas encore était le temps de réaction. Les opérateurs russes avaient besoin de 8 secondes pour passer de la détection au lancement. Le pilote avait 8 secondes pour briser le verrouillage ou prendre un missile en plein visage. Le pilote s'engagea dans un virage sur la tranche, encaissant 7G tout en maintenant son altitude. La manœuvre plaça son vecteur de vitesse perpendiculairement au faisceau radar. Lorsque vous ne vous déplacez ni vers ni loin d'un radar Doppler, vous avez la même vitesse relative que le sol en dessous de vous, vitesse radiale nulle. Les radars Doppler fonctionnent en détectant le décalage de fréquence des objets en mouvement. Pas de mouvement vers le radar signifie pas de décalage de fréquence. Pas de décalage de fréquence signifie que vous ressemblez exactement au terrain. Le radar ne peut littéralement pas faire la distinction entre vous et la Terre que vous survolez. Le verrouillage se brisa, mais la manœuvre lui coûta de la vitesse et de la position. Il s'éloignait maintenant de la cible, sapant son énergie. Et maintenant, tout le monde savait où il était. Soudain, un tour M2 s'illumina à 8 km au sud, assez près pour que le pilote puisse probablement voir le véhicule s'il regardait. Le tour était différent du S-400. Il utilisait un guidage par commandement au lieu d'un guidage radar actif. Le missile n'avait pas son propre chercheur. Au lieu de cela, le radar au sol suivait à la fois la cible et le missile, envoyant des corrections de trajectoire via une liaison de données toutes les 0,1 seconde. Cela le rendait presque impossible à brouiller. On ne pouvait pas confondre un missile qui ne pensait pas par lui-même. La seule façon de le vaincre était de briser le verrouillage radar au sol ou de sortir de ses limites de suivi. Le pilote effectua un tonneau rapide vers la gauche et plongea vers le sol, passant de 150 à 50 mètres en 2 secondes. Les arbres défilaient devant la verrière assez près pour compter les feuilles. Alors qu'il plongeait, sa main gauche trouva le panneau des contre-mesures. Il frappa 2 fois le distributeur de paillettes. 120 paquets de fibres de verre recouvertes d'aluminium jaillirent derrière l'avion. Chaque fibre coupée à exactement 2,5 cm, la moitié de la longueur d'onde du radar en bande X du S-400. Pour le radar Gravestone, on aurait dit que le MiG avait soudainement explosé en un nuage de la taille d'un terrain de football. Mais le tour fonctionnait en bande K à 35 GHz, nécessitant des paillettes de longueurs différentes. Le pilote frappa le deuxième distributeur, libérant des fibres coupées à 4,3 mm. Maintenant, il avait une couverture sur plusieurs bandes radar, créant ce que les pilotes appellent un couloir de paillettes, un tunnel de faux échos à l'intérieur duquel il pouvait se cacher. Le radar du tour essaya de suivre, mais continuait de le perdre dans les échos du sol. À seulement 50 mètres, il aurait tout aussi bien pu conduire une voiture très rapide en ce qui concernait le radar. Mais le pilote n'avait pas fini, son pouce gauche trouva l'interrupteur de la nacelle de guerre électronique. La nacelle de brouillage SPS-140 et un Privy analysant la fréquence radar du tour et générant de faux retours en utilisant quelque chose appelé le leurrage en distance. Cela fonctionne comme ceci. Imaginez le radar comme un faisceau de lampes de poche cherchant l'avion.
Lorsqu'il trouve l'avion, il se concentre étroitement sur cet endroit pour le suivre. La nacelle de brouillage crée un faux avion, un leurre électronique brillant qui apparaît juste à côté du véritable avion sur l'écran radar. Ensuite, le brouilleur éloigne lentement ce faux signal du véritable aéronef, comme faire glisser une lumière vive loin d'un objet dans l'obscurité. L'écran de l'opérateur radar montre deux cibles qui se séparent progressivement. Puisque le faux signal est plus fort et plus brillant, le radar le suit automatiquement, pensant qu'il suit le véritable avion. Pendant ce temps, le véritable MiG devient juste un autre écho de sol, invisible dans le fouillis. Sur l'écran de l'opérateur, il verrait ce qui ressemble à l'avion grimpant lentement et s'éloignant, alors qu'en réalité, le MiG rase toujours le sol, se dirigeant dans une direction complètement différente. L'opérateur du tour suivait maintenant un fantôme qui n'existait pas, tandis que le vrai MiG disparaissait dans le fouillis du terrain, mais voler à 50 mètres signifiait voler en sursis. Une ligne électrique, une colline inattendue, un moment d'inattention, et il ferait partie du paysage. Le pilote devait grimper bientôt ou risquer ce que le rapport d'accident appellerait un vol contrôlé dans le terrain, la façon bureaucratique de dire qu'il a volé dans le sol tout en étant pleinement conscient. Le point de largage était maintenant à 8 km de vent. Quoi qu'il allait faire, cela devait se passer maintenant. Le pilote fit un choix qui l'aurait fait échouer à l'école de pilotage, mais qui pourrait le garder en vie au combat. Au lieu de maintenir un avantage tactique, il créerait le chaos. Si tout le monde lui tirait dessus, personne ne pourrait se coordonner. C'est l'équivalent aéronautique de déclencher une bagarre dans un bar, désordonné, dangereux, mais parfois la confusion était sa propre défense. Sa main gauche se déplaça vers le panneau des contre-mesures, prête à larguer tout ce qu'il avait. Sa main droite agrippa le manche, préparée pour ce que les instructeurs appelaient des manœuvres brutales et ce que les pilotes appelaient essayer de ne pas mourir. 4 km maintenant du point de largage minimum. Les 60 prochaines secondes détermineraient si cette mission deviendrait une histoire à succès ou un compte d'avertissement. La jauge de carburant indiquait 2150 kg. Encore assez de temps pour rentrer si rien ne tournait mal. Mais au combat, quelque chose tourne toujours mal. La seule question était de savoir à quel point et si vous pouviez y survivre. À 6h40, le pilote fit quelque chose qui ferait perdre la tête à tous les récepteurs de menaces dans l'est de l'Ukraine. Il alluma la post-combustion et tira directement vers le haut. Les deux moteurs RD-33 rugirent à la poussée maximale, des flammes oranges s'étendant sur 6 mètres derrière l'avion. Il passa d'invisible à la diffusion de sa position comme un phare en feu. Chaque opérateur radar dans un rayon de 80 km venait de recevoir son cadeau de Noël en avance. À l'intérieur du véhicule de commandement du S-400, les yeux de l'opérateur s'écarquillèrent, alors que la cible passait d'un fouillis de sol à peine visible à un contact brillant en ascension. Ses doigts volèrent sur la console. Altitude de la cible grimpant à travers 1000 mètres. Taux de montée de 330 mètres par seconde. Altitude prévue dans 10 secondes, 5000 mètres. L'ordinateur de contrôle de tir commença à calculer une solution d'interception, mais la trajectoire de la cible changeait constamment. Chaque seconde nécessitait un nouveau calcul. L'opérateur sélectionna 2 missiles et initia la séquence de lancement. Autorisation du commandant de batterie accordée, porte des missiles s'ouvrant, données de la cible en cours de téléchargement vers les missiles, lancement dans 5, 4, 3. L'ascension était insensée. De 50 mètres à 5000 mètres en 10 à 8 secondes, tirant 4G en continu, le poids du corps du pilote quadrupla. Ses bras semblaient être faits de plomb. Sa tête comme si quelqu'un se tenait dessus. Sa combinaison anti-G se gonfla, serrant ses jambes et son abdomen comme un python. Mais à 4G soutenu, le voile gris commençait. La vision périphérique s'estompait en vision tunnel. À 5G, il perdrait la vision des couleurs. À 6G, la vision tunnel se fermerait en un point. À 9G, il aurait 3 secondes avant le G-LOC. Perte de conscience induite par les G. Il chevauchait la limite à 4G soutenu, achetant de l'altitude avec sa conscience restante. Mais la manœuvre avait une méthode dans sa folie. En allant à la verticale, il se rendait impossible à ignorer, mais aussi impossible à prédire. Le pilote ajouta un tonneau barriqué à l'ascension, tourbillonnant vers le haut dans un motif en hélice. Pour les opérateurs de SAM, sa trajectoire ressemblait à un serpent grimpant un escalier en colimaçon.
Les ordinateurs de contrôle de tir étaient conçus pour prédire des trajectoires balistiques où quelque chose allant à une vitesse X à un angle Y serait en Z secondes, mais le tonneau barriqué signifiait des angles changeant constamment. Le point d'interception prédit se déplaçait en cercle, ne restant jamais immobile assez longtemps pour une solution de tir propre. Les opérateurs de SAM devaient constamment mettre à jour leur solution de tir alors que son altitude changeait de 400 mètres par seconde. 3 radars de contrôle de tir différents obtinrent des verrouillages simultanément, le S-400 au nord-est, un Buck M3 à l'est et ce persistant Tour M 2 au sud. Le RWR n'affichait plus les menaces individuelles, il hurlait juste comme une harpie enragée. La réponse du pilote fut de passer sur le dos au sommet de son ascension et de tirer, créant une trajectoire qui ressemblait au dessin d'une boucle faite par un enfant. Aucun ordinateur n'avait prédit cela parce qu'aucun pilote sensé ne le ferait. À 5000 mètres inversé, le nez pointant vers le sol, le pilote avait enfin ce dont il avait besoin. Le Hammer pouvait atteindre la cible d'ici, le système d'armes affichait vert sur toute la ligne, mais il était aussi centré dans 3 enveloppes d'engagement différentes avec des missiles probablement déjà en l'air. Le SP-O15 ne pouvait pas faire la différence entre le suivi et le lancement. Il hurlait simplement qu'une retraite anticipée était dans son futur immédiat si quelque chose ne changeait pas tout de suite. Temps de larguer ou d'avorter. Pas de juste milieu. Le pilote se remit à l'endroit et stabilisa l'avion pendant exactement 2 secondes. Dans ces 2 secondes, la séquence d'initialisation du Hammer s'exécuta à la vitesse électronique. Premièrement, le récepteur GPS vérifia la position à partir de 12 satellites, comparant chaque signal pour s'assurer qu'aucun n'était usurpé. Deuxièmement, le système inertiel aligna ses accéléromètres avec les données GPS, créant une navigation redondante double. Troisièmement, le moteur de la fusée effectua un contrôle de continuité sur son allumeur. Quatrièmement, le chercheur infrarouge effectua un cycle de calibrage refroidissant à moins 40 degrés avec de l'azote comprimé. Cinquièmement, l'ordinateur de contrôle de vol chargea les coordonnées de la cible et calcula la trajectoire optimale. Sixièmement, l'ogive effectua un contrôle de sécurité et d'armement, tout vert, prêt pour le largage. Temps écoulé, 2 secondes. Pendant ce temps, 2 missiles S-400 quittèrent leur lanceur, grimpant à 2000 mètres par seconde vers sa position. Les missiles 48 N6DM étaient 7,5 mètres de mauvaise nouvelle, accélérant à 30 G. Chacun portait une ogive de 180 kg qui n'avait pas besoin de frapper directement. La fusée de proximité exploserait à moins de 20 mètres de la cible, envoyant 24 000 fragments dans une sphère létale. Temps jusqu'à l'interception, 35 secondes. Avec les missiles en approche, il appuya sur le bouton de largage et sentit 250 kg d'ingénierie française se séparer de l'aluminium soviétique. Le MiG fit un bond vers le haut comme si quelqu'un avait retiré un sac à dos, soudainement plus léger et infiniment plus agile. À l'instant où l'arme fut dégagée, le pilote passa sur le dos et tira vers la terre avec tout ce que la cellule pouvait supporter. 9,5 G, la limite des capacités structurelles. Quelque chose dans l'emplanture de l'aile gauche fit un bruit qui n'était pas tout à fait un craquement, mais n'était pas tout à fait rien. Il l'ignora, l'avion pliait mais ne rompait pas. Et plier valait mieux qu'exploser. Le piqué le fit passer de 5000 mètres à 500 mètres en 8 secondes, accélérant au-delà de la vitesse du son. Le passage du mur du son fut intense, c'est le moins qu'on puisse dire. Le vent secouait l'avion alors que des ondes de choc se formaient et s'effondraient autour des ailes. Les indicateurs de vitesse affichaient Mach 1,1 et grimpaient. Les missiles S-400 essayèrent de suivre mais ne purent égaler le changement de trajectoire. Ils avaient visé là où ils seraient s'ils continuaient de grimper ou voler en palier. Personne n'avait prédit un piqué supersonique vers la Terre. Les chercheurs de missiles tentèrent de suivre mais perdirent le verrouillage alors que le MiG disparaissait sous leur angle de suivi minimum. Les missiles continuèrent leur trajectoire balistique, cherchant une cible qui n'était plus là avant de s'autodétruire à 8000 mètres. Le moteur fusée du Hammer s'était allumé au moment où il s'était séparé, poussant la bombe vers le haut tandis que l'avion descendait. 2 objets qui n'en formaient qu'un se dirigeaient maintenant dans des directions opposées à vitesse maximale. La bombe grimpa à plus de 8000 mètres, échangeant la vitesse contre de l'altitude, se préparant pour son piqué terminal. Le pilote stabilisa à 100 mètres, se faufilant entre les collines et utilisant le terrain pour masquer sa fuite. La menace des missiles était derrière lui, mais le carburant devenait l'ennemi.
La montée en post-combustion avait englouti 400 kg en 12 secondes. Le retour à la maison était maintenant un problème de mathématiques avec une seule réponse, voler parfaitement ou marcher. Derrière lui, le Buck M3 tira sur le Hammer, le prenant pour l'avion. Le missile chasserait une bombe qui ne pouvait pas esquiver, gaspillant un intercepteur d'1 million de dollars sur une cible qui était déjà engagée dans sa trajectoire. C'est comme tirer une balle qui a déjà été tirée. Satisfaisant, mais inutile. Le barrage était à moins d'1 minute de découvrir pourquoi l'infrastructure et la logistique militaire ne devraient pas partager le même espace. Dans les 30 secondes, le Hammer atteignit son point le plus haut à 8200 mètres et bascula dans son piquet terminal. Le chercheur infrarouge s'activa, scannant le sol en dessous dans les longueurs d'onde thermiques. Le réseau de détecteurs du chercheur, refroidi à moins 40 degrés Celsius, pouvait détecter des différences de température de 0,1 degré. Le barrage apparut comme une ligne blanche brillante contre le bleu froid de l'eau. 8 heures de soleil avaient chauffé le béton à 35 degrés Celsius, tandis que l'eau restait à 15 degrés. Un différentiel de 20 degrés qui donnait l'impression que quelqu'un avait peint ici l'impact en peinture thermique. L'ordinateur du chercheur analysa la forme, la comparant au modèle préchargé. Structure linéaire confirmée, gradis de température cohérent avec le béton confirmé. Position GPS à moins de 10 mètres de la cible confirmée, la bombe effectua une correction de 2,1 degrés, désormais certaine qu'elle avait la bonne cible. La bombe accéléra à travers 300 mètres par seconde, puis 320, puis 340. À cette vitesse, les ailerons de contrôle effectuaient des micro-ajustements mesurés en millimètres, chaque mouvement minuscule changeant le point d'impact de plusieurs mètres. Le GPS confirmait la position tandis que le système inertiel mesurait chaque accélération. Deux systèmes indépendants s'accordant sur un seul résultat, impact dans 10 secondes exactement aux mêmes coordonnées. À 8 km de là, l'opérateur de drone ukrainien regardait à travers sa caméra alors que le Hammer entrait dans sa phase terminale. Son doigt planait sur le bouton d'enregistrement. Ces images seraient sur Telegram dans l'heure. Le barrage en dessous semblait paisible, ignorant qu'il lui restait 7 secondes en tant qu'infrastructure. 6 secondes, 5. L'opérateur zooma sur le point d'impact prévu. 3, 2, 1. Le Hammer frappa à 340 mètres par seconde, transportant une énergie cinétique équivalente à une Nissan Altima, frappant un mur à 3200 km par heure. La fusée intelligente détecta le béton et fit exploser les 89 kg d'explosifs en moins d'1 milliseconde. La détonation créa une onde de pression de 300 000 PSI, transformant le béton en poudre plus vite qu'il ne pouvait se fissurer. L'onde de choc se propagea à travers le barrage à 5000 mètres par seconde, provoquant l'explosion du côté opposé vers l'extérieur avant que le côté de l'impact ne finisse de s'effondrer. La brèche s'élargit à 60 mètres dès la première minute alors que l'érosion sapait la structure restante. Le point de passage qui avait soutenu la logistique au niveau du bataillon pendant 3 mois cessa d'exister en moins de temps qu'une pause publicitaire. Les lignes de ravitaillement russes venaient de recevoir une extension de 47 km qu'ils n'avaient pas budgétisée. Au revoir pour le moment.